Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview, une nouvelle semaine d'interview qui commence avec Sophie Wilmès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée, la ministre fédérale du budget. Oui. Lapsus révélateur, vous n'êtes ministre que depuis 3 semaines. Exactement. Auparavant, vous étiez députée. Et on peut dire que c'était un petit peu votre baptême du feu ce week-end? Tout à fait, on a été tout de suite mis dans le bain. Alors, la mesure emblématique de ce budget, c'est le fameux tax shift dont on a beaucoup parlé. Je voudrais qu'on essaye d'expliquer un petit peu à nos téléspectateurs concrètement comment ça va se passer. Tax shift, ça veut dire basculement fiscal. Ça veut dire que l'idée générale, c'est moins de pression sur le travail et on améliore réellement le salaire net des salariés? Tout à fait. Donc en fait, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un tax shift, c'est un glissement fiscal. Donc on enlève de la charge fiscale du travail pour la déplacer ailleurs. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est 2 grands objectifs. Le premier, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat pour les travailleurs. Et le deuxième, c'est la compétitivité des entreprises. Alors, augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, une des grandes mesures phares de ce package augmentation du pouvoir d'achat, c'est de s'engager à ce que d'ici 2019, la moitié des travailleurs aient au moins 100 € net en poche en plus par mois. Donc la moitié des travailleurs, la barre en fait elle est à 3 300 € de revenus mensuels. Ceux qui gagnent moins vont gagner un petit peu plus que 100 €, enfin vont récupérer un peu plus que 100 €. Ceux qui sont au-dessus récupérer un petit peu moins. Pourquoi est-ce qu'on attend 2019? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le faire avant? Parce que ce sont des mesures qui doivent s'inscrire progressivement. En fait, pour faire ça, on utilise différents leviers. On avait déjà, il faut le savoir, dès 2015, l'augmentation de la réduction forfaitaire et le bonus à l'emploi. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les différents leviers pour arriver au résultat. Et ça ne se fait pas en 1, 2, 3. Donc on ne va pas être trop technique, mais donc il y a la hausse des frais forfaitaires déductibles. Ça veut dire que ceux qui font les frais réels ne sont pas réellement concernés. L'augmentation du bonus à l'emploi qui est en fait une réduction d'impôt pour les salaires les plus bas. Et puis il va y avoir la suppression de la tranche des 30%. On va passer progressivement à une seule tranche à 25%. Ça va profiter à tout le monde. Ça va profiter à tout le monde. De la même manière que la réduction des frais forfaitaires profite aux salariés. Alors, comment vous financez tout ça? Vous augmentez les accises, la TVA sur l'électricité, et ça compense l'autre mesure? Est-ce que ça veut dire que vous prenez d'une main ce que vous allez accorder de l'autre? Non, alors pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on part du principe que le glissement fiscal, c'est une opération neutre, il est évident que ce qu'on doit mettre pour augmenter le pouvoir d'achat, par exemple, des salariés ou augmenter la compétitivité, il faut trouver les moyens ailleurs. Et la décision ici, elle est très simple, c'est de chercher les moyens dans les comportements. Alors, il y a toute une partie des moyens qui va être trouvée au niveau du capital, mais il y a aussi une partie des moyens, effectivement, qui va être dans les comportements, donc l'accise, l'alcool, les cigarettes, le diesel, etc. Et là, on estime effectivement que le consommateur peut aussi adapter ses comportements, ce qu'il ne peut pas faire pour pouvoir avoir plus d'argent. Quand on parle de la TVA sur l'électricité, qui est repassée à 21%, on consomme a priori tous de l'électricité. Le diesel, ça représente quand même plus d'une voiture sur 2 aujourd'hui en Belgique. Ça a quand même touché beaucoup de monde. Ça veut dire qu'on ne va pas réellement récupérer 100 € net au bout du compte? Ah non, si, on récupère 100 € net au bout du compte, donc ça, en termes de l'impôt, et effectivement, le reste, donc ça c'est évident, le reste c'est en fonction des comportements. Donc ce sera 2,60 € sur une bouteille d'alcool fort, 20 centimes pour un litre de vin, 32 centimes pour un paquet de cigarettes. Ça vous semble juste et en faveur d'un nouveau comportement, ça va effectivement peser? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce package-là, la ministre de la Santé a aussi reçu une mission de la part du gouvernement de très vite venir avec un package global en faveur de la santé, mais qui va inclure autre chose que les accises, des mesures de prévention, etc., puisque c'est un vrai souci. La cigarette, l'alcool, les boissons sucrées, on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Taxe soda, vous en espérez, je pense, 50 millions en 2016, 150 millions en 2018. Ça veut dire qu'on fait la chasse
aux boissons sucrées, ou ça veut dire qu'on a trouvé un moyen de récupérer un petit peu d'argent? Donc c'est ce que je vous explique. Hein. L'idée, c'est vraiment à un moment de venir avec un package global santé. Ouais. Mais ça veut dire que si on consomme tout d'un coup beaucoup moins de soda ou de coca ou autre marque dans les prochaines années, ce sera bon pour la santé, ce sera moins bon pour le budget. Vous vous réjouirez quand même ou pas? Pardon? Si on consomme moins de soda, ce sera moins bon pour le budget. Oui, ce sera meilleur pour la santé. Est-ce que vous en réjouirez? J'imagine quand même qu'on peut tous se réjouir d'avoir une population en meilleure santé. Alors la grande question qu'on se pose ce matin, en tout cas que la presse se pose ce matin, c'est de savoir si vous garantissez l'équilibre budgétaire. On a commencé cet exercice, c'était vendredi, avec de mauvaises nouvelles. On a annoncé un trou de 800 millions qui était lié à une surestimation des rentrées fiscales. Oui. Et puis on sort du week-end, vous nous dites « Ah ben non, tout va bien, on a tout récupéré, le budget est en équilibre, on va l'envoyer vers les instances européennes ». Il y a eu un tour de passe-passe? Pas du tout, pas du tout. Donc il faut remettre les choses en perspective. D'abord, le contrôle budgétaire, c'est un exercice récurrent. Donc c'est normal à partir à certains moments de l'année de mettre en concordance ce qu'on nous estimions et ce qu'il va s'avérer être. Donc qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'effectivement au début on parlait d'un trou de 113 et puis on a ajouté par prudence une réévaluation des estimations des recettes. Tout à fait. Et donc, une des choses que l'on a fait pour pouvoir combler ce trou, eh bien, c'est d'anticiper des mesures que l'on avait prévues en 2017. Ben, on les anticipe, on le fait avant pour pouvoir absorber ce négatif. Bon. Est-ce que le ministre des Finances, qui n'avait pas vu venir le trou de 800 millions, est-ce qu'il a la confiance de tous ses partenaires toujours? Écoutez, je pense que voilà, on peut décider d'en faire un problème ou non. Oui, il a la confiance, ça fait partie des budgets. Vous savez, un budget, c'est presque un organisme vivant. Ça évolue avec le temps et il est normal que si on se rend compte qu'il y a une diminution des recettes estimées, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, ça, je vous le concède. Eh bien, on trouve les solutions après avoir établi le constat. Oui. Alors, on ne va pas donner trop de chiffres et pas rentrer trop dans le détail, mais quand on met 450 millions de recettes dans la lutte contre la fraude fiscale, qu'on va donc améliorer, et 180 millions dans une opération de régularisation, enfin en tout cas dans les régularisations des dépôts qui sont un petit peu cachés à l'étranger, ce sont des chiffres qui sont des chiffres réels ou ce sont des estimations? Et je vous pose cette question parce qu'on sait que très régulièrement, la fraude fiscale, la fraude sociale, on met toujours des très gros montants pour équilibrer un budget et puis on se rend compte à l'exercice que finalement on n'atteint pas ces montants. C'est intéressant parce que l'opposition nous reproche de ne pas mettre assez. Donc il faut un peu voir comment on se situe. Nous, chaque fois qu'on met des montants, ce sont des montants qui sont validés effectivement par les finances, qui sont en charge en fait, eux, d'estimer en fonction de tel ou tel type d'action combien nous pouvons estimer en recettes. Et je répète, on est toujours dans un cadre budgétaire, ce sont toujours des estimations en recettes et en dépenses. Oui, mais c'est important que ce soit crédible, et notamment auprès de l'Union européenne ou auprès du Parlement auquel on va faire voter ce budget, les chiffres doivent être crédibles. Tout à fait, mais ils sont crédibles. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les régions? Alors, il y a un contact qui a été pris avec les régions. Vous savez que notre Premier a annoncé samedi que je prendrai contact. Vous allez les voir jeudi. Entre autres, jeudi, hein, il n'y a pas que la région Wallonne, il y a toutes les régions. Et donc, j'ai déjà un rendez-vous fixe. Après la presse, après le Parlement. Alors que quand on touche à l'impôt des personnes physiques, ce que vous allez faire, on touche aussi aux revenus des régions. C'est vrai qu'on touche aux revenus des régions, ça c'est indéniable. Au niveau des agendas, vous savez, les gens ne se libèrent pas en 1, 2, 3. Tout le monde a des agendas. Il y a la déclaration politique générale mardi où nous devons être présents. Je pense que ma présence au Parlement est aussi très très importante. Et donc voilà, on organise les choses en fonction des agendas de chacun. Qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre à ceux qui, dans les régions, disent voilà, le fédéral touche à l'impôt des personnes physiques sans nous en parler, il décide à notre place et il va de nouveau appauvrir la Wallonie, Bruxelles? On peut dire deux choses. On peut dire la première, je pense, qui est fondamentale, c'est qu'on peut analyser la situation soit d'un point de vue strictement institutionnel, soit d'un point de vue du citoyen et un point de vue surtout du retour pour l'entièreté de la population et du pays et donc des régions. Donc si on se place au niveau du citoyen, et je pense que quand on est un responsable politique régional ou local, on se réjouit quand même que le citoyen va gagner 100 € de plus net par mois et
aussi en tant que politique locale ou régionale, on se réjouit d'avoir quand même des politiques qui vont rebooster l'économie. Et quand on rebooste l'économie, c'est plus d'IPP, donc l'impôt des personnes physiques, qui retourne après aux régions. On sait combien d'emplois on va créer avec ce basculement fiscal, ce tax shift? On parle de beaucoup d'emplois, de milliers d'emplois. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais c'est vrai que la FEB, l'UCM se sont engagés à ce qu'effectivement, il y ait un Donc il y a un engagement. Il y a un engagement. Les entreprises vont créer des emplois. Oui. Demain, un discours du Premier ministre. Oui. Ouais, vous serez la première fois que vous assisterez sur le banc du gouvernement à ce discours. Vous serez un petit peu ému? C'est toujours le Parlement, c'est une institution vraiment solennelle et importante. Ouais. Je l'ai découvert comme député, maintenant je vais le redécouvrir sur le banc des ministres. Donc effectivement, c'est un moment important. Est-ce qu'il y aura une allusion à Linkebeek dans le discours du Premier ministre? Et est-ce qu'on a parlé de Linkebeek ces derniers jours entre ministres du gouvernement fédéral? Alors, moi je ne connais pas le discours de Charles Michel, mais je ne pense pas. Alors c'est pas la place de seconde partie de la question, est-ce que vous oui. en avez parlé lors des réunions sur le budget ou lors des réunions précédentes la semaine dernière? Non, ça n'était pas du tout. Ça n'a pas été évoqué. Ça veut dire que la non-nomination de Damien Thierry, c'est un non-événement pour le gouvernement fédéral? Ce n'est pas en tout cas quelque chose qui doit polluer les relations au niveau fédéral, puisque ça n'est pas de notre ressort. Ouais. On a parfois tendance à dire, on l'a écrit dans la presse, qu'on a échangé un symbole contre un autre. Sophie Wilmès de la périphérie, ministre, contre Damien Thierry de la périphérie, plus bourgmestre. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense que ce n'est pas du tout le point de vue de Damien Thierry et c'est encore moins le point de vue du MR. Merci d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est un autre libéral, Gauthier Callum, qui sera l'invité de l'interview. Et lui, ce sera sa première journée en tant que nouveau député.